Bonjour et bienvenue pour ce second épisode de Ciné Canapé. Je suis en compagnie de Pucker. Hello. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur le tant attendu et tant décrié Avatar 3. Donc aujourd'hui, on se propose simplement de revenir sur le film de manière thématique, un peu explorer des pistes de réflexion, principalement en réponse un peu à certaines critiques qu'on a trouvées un peu abusives sur le film, et essayer ensemble de voir pourquoi cet Avatar 3 est quand même plus que la copie du 1 ou du 2 qu'on essaie de nous vendre souvent. Malheureusement, ouais. Et d'essayer de rétablir la vérité. Parce que c'est nous qui avons la vérité. Bien sûr. Nous sommes un peu AWA finalement. Oui. Mais cette fois on agit. Eh oui. Je propose de commencer par donner en gros notre avis sur le film. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un film qui était plutôt bien rythmé, contrairement aux deux qui prenaient plus le temps. Là, clairement, on sent que ça y est, on est dedans, on peut y aller. Il y a aussi énormément de scènes qui font monter la tension dramatique. Il y a des moments, il y a presque les larmes qui viennent à beaucoup de scènes. Et ça, c'était assez fort. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas forcément dans le 2. Le 2 était émouvant parce qu'il était beau. Je me rappelle des scènes sous l'eau. C'était une autre émotion. Là, vraiment, on a peur pour les personnages. Il y a vraiment un gros développement qui est fait sur eux. Là où les enfants de Jake étaient plus présentés, on commençait à s'attacher, quoi. Ouais, voilà, c'était un opus introductif, quoi, on va dire le 2, et qui était un peu à la manière du 1, il reprenait, on va dire, cette idée de s'immerger dans un nouvel environnement. Donc ici, c'était l'eau, l'environnement marin. Mais c'est vrai que le 3 part du présupposé que on connaît les personnages, ça y est, on nous a introduit chacun des enfants, par exemple, qui a sa propre spécificité, et puis il va développer ça tout au long du film de 3 heures. En fait, ils vont être mis dans des situations extrêmement risquées pour eux, pour leur vie. Plus ça, l'idée du 3, c'est moins un film didactique, immergeons-nous dans cet univers, palpons-le avec nos yeux, nos oreilles, nos mains. Là, c'est vraiment un film de personnages, quoi. Et c'est pour ça que c'est touchant, parce que là, maintenant qu'ils sont introduits, on peut commencer à faire des trucs avec eux. Et, qui plus est, les anciens personnages ont tous un nouvel arc qui est très intéressant, comme Quaritch, quoi. Quand tu revois Quaritch dans le 2, tu te dis, est-ce qu'on va être vraiment réintéressé, intéressé par lui? Et là, dans le 3, j'ai trouvé justement, c'était un personnage qui brillait beaucoup. Toujours dans le dilemme, voir qu'il va sombrer du côté positif, mais il répond directement au spectateur en disant que non, ça va pas être aussi facile que ça. Moi, je trouve, ce personnage est vraiment, magnifique, quoi. La façon dont il évolue dans les 3 films. Là, dans le 3, tu as l'impression qu'il est sur une corde tout le temps. On remet tout le temps en cause son identité. Enfin, surtout Jake et Spider, en fait. C'est intéressant aussi parce que, au cœur de ce conflit d'identité, il y a un conflit paternel, tout simplement. Lui, il revendique la paternité de Spider. Spider, clairement, le rejette. Jake, en fait, j'ai l'impression que Quaritch le traite aussi un peu comme son fils, quoi. Son fils qui l'a trahi, qui a tué ses hommes et ses femmes, comme dit Quaritch. Ah oui, mais c'est clairement une affaire personnelle, parce qu'en soi, il y a un intérêt, bien sûr, à aller traquer Jake d'un point de vue politique. Mais tu sens que est-ce qu'il y a vraiment intérêt à mettre autant de moyens que plus par vengeance? Surtout que la colonelle, plusieurs fois, mettra stop. Et c'est vraiment Quaritch qui, à chaque fois, relancera une pièce. Non, il faut qu'on aille le chercher. En fait, clairement, le film te suggère, à la limite, que l'ARDA, ils s'en fout un peu. L'ARDA lui fournit des armes à feu, des moyens. Mais sa vraie quête, c'est de traquer Jake. D'ailleurs, il le dit dans une phrase, vous m'avez envoyé à 3000 milliards d'années-lumière ou je sais pas quoi, pour traquer un homme. Je ne vais pas abandonner. Il n'est pas là pour l'exploitation des ressources, ni récupérer, on va dire, des ressources qui permettraient aux humains donc de ralentir leur vieillissement. Enfin, c'est un sujet dans le 2, mais pas dans le 3. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ce personnage aussi, Quaritch effectue un certain nombre de passages par lesquels est passé Jake dans le 1. Enfin, il y avait déjà cette idée dans Avatar 2, par exemple, la séquence dans laquelle il se réveille en tant que recombiné, donc en tant qu'un navire dans lequel on a implanté, on va dire, la mémoire d'un humain. Elle reprend la même esthétique visuelle, les mêmes mouvements, par exemple, quand il découvre ses mains, quand il ouvre ses yeux. Ce grand code de James Cameron avec cette trilogie, c'est le parallélisme. Il y a des parallèles partout entre les personnages, entre les relations. C'est un peu manga, pour ceux qui connaissent. Les shonen un peu longs, comme Naruto, puis typiquement, il y a des parallèles partout entre tous les persos. Là, c'est un petit peu pareil dans Avatar, ça balance. Mais heureusement, il n'y a pas que ça. C'est pas original à chaque fois, c'est plutôt une réécriture d'un ancien personnage, tout en apportant plus de nuances, parce que forcément, le personnage a des subtilités que celui dont il fait parallèle n'avait pas forcément. Quaritch, c'est pas Jake Sully, quoi. Il est pas autant ouvert, donc qui deviendra pas un avis à proprement parler comme ça. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant avec sa relation avec Varang, c'est qu'il trouve entre guillemets sa voie pour devenir Na'vi. Là, on sent qu'il s'y plaît, qu'on n'est plus juste dans une traque de Jake. Ouais, puis alors cette question de parallélisme, en fait, elle est, alors il y en a partout, c'est vrai, et c'est là, je trouve l'une des beautés de la saga Avatar, c'est que en fait, tu peux pas comprendre le film et tout ce que
te dit le film narrativement, donc ce que disent les personnages, les répliques, et au niveau de la réalisation, il y a énormément de parallèles qui sont faits de manière complètement visuelle. Je pense qu'on va y revenir plus tard. Mais ça, il l'a fait dans toute sa carrière. Enfin, déjà dans Terminator, Terminator 2, Sarah Connor, elle devient un peu à son tour le miroir du Terminator. C'est elle qui devient un Terminator, et à l'inverse, Schwarzenegger s'humanise, on va dire. Il y a ce genre de parallélisme qui est fait. Et puis oui, c'est une manière très élégante de faire une suite que tout le monde salue, et là, bizarrement, on ne sait pas pourquoi, pour Avatar, le public n'apprécie pas. C'est bizarre quand même. Alors moi, je pense une des raisons aussi, c'est que Avatar, c'est pas une saga cool, entre guillemets. Je veux dire, les méchants, c'est nous, enfin c'est les humains, quoi. C'est un film qui prend explicitement parti pour les navis, même si dans Avatar 3, on voit qu'il y a aussi, ils sont pas c'est pas un monde tout blanc, tout noir avec Varang. C'est pas une saga qui effectivement va te cajoler. Voilà, tu vas pas voir des humains qui montent dans des avions comme dans Star Wars pour aller battre des méchants. Des méchants très méchants, sans ambiguïté. Voilà, même si Anakin, on va pas revenir sur la prélogie, mais Anakin, il y a un développement très intéressant aussi dans la prélogie, mais qui en fait que c'est pas non plus le méchant. Voilà. Dans Avatar, oui, en fait, tu as des personnages qui, même entre eux, au sein de la famille, tu as des personnages qui deviennent presque un peu méchants entre guillemets. Enfin, Neytiri dans le film, clairement, elle est au début sa haine envers les humains, envers Spider. Elle a envie de buter un enfant depuis un film, quand même, on rappelle. Voilà, c'est un truc. Et puis Jake, il y a une scène, moi, c'est ma scène préférée, la scène de sacrifice de Spider. C'est des personnages qui sont en permanence sur une corde entre est-ce qu'il faut, face à un deuil, comment est-ce qu'on réagit en gros. Il y a des personnages qui ont clairement choisi. Varang, elle est passée du côté obscur de la force. Clairement, son arbre maison a été détruit. Une éruption volcanique a détruit sa forêt et son peuple. Sa réaction, c'est en fait de rejeter Eywa constamment. En miroir de ça, en fait, son personnage miroir, c'est Neytiri dans le film plutôt. Neytiri, elle, face à ce deuil-là, face à tout ce qu'elle a perdu son père, elle a perdu son arbre maison. C'est les hommes qui ont détruit. Voilà, c'est les hommes qui ont détruit sa vie, ce qui peut expliquer aussi sa haine en fait. Ce qui est bien dans Avatar aussi, c'est que les méchants ne sont pas méchants parce qu'ils sont méchants. Il y a toujours une raison en fait qui justifie ça. Neytiri, voilà, on a vu dans le 1, ils ont détruit sa maison, l'arbre des âmes, ils ont détruit son père. Elle a cassé son arc que lui avait confié son père dans le 2, qui va jouer un rôle important dans le 3 aussi. C'est un motif visuel qui symbolise un peu sa reconstruction. En même temps qu'elle reconstruit son arc et qu'elle apprend à le réutiliser, elle va se reconstruire elle-même et finalement accepter en fait les humains et la nature, en fait, on va dire clairement métissée de sa famille. Mais en fait, elle choisit le camp d'Eywa au début. Enfin, c'est tout. En fait, elle dit clairement dans une réplique, c'est tout ce que j'ai, quoi. Donc il y a toujours ces parallèles-là. Il y a toujours les personnages sont toujours sur une corde. Est-ce qu'on va céder à la haine? Est-ce qu'on va tuer Spider pour le salut des navis? On présente le personnage comme ayant un intérêt quand même assez clair pour la RDA. Il y a Selfridge qui veut l'examiner, enfin en fait en faire un cobaye quoi, pour examiner si le mycélium que Kiri lui a implanté dans le corps permettrait aux humains de respirer en fait sur Pandora, ce qui est une contrainte évidemment très forte quand tu essaies de coloniser une planète. Voilà, puis même Quaritch, tu pourrais dire oui c'est le méchant militaire qui est un petit peu caricatural, mais tu comprends dans ce film là que il veut venger ses hommes. Jake a une dette envers lui, quelque part. Et puis, oui, il est sur une corde, lui, parce que il se rend compte qu'il est dans un nouveau corps, qu'il s'est un petit peu accoquiné avec une Na'vi, de la même façon que Jake. Il y a une scène, on va dire, la scène dans la tente de Varang, elle est intéressante parce que, en fait, elle dit la même chose que Neytiri avait dit dans le 1 quand elle a rencontré Jake, à savoir You have a strong heart, no fear, comme pour signifier que finalement quelque part, lui aussi est un personnage qui pourrait servir en fait la cause des Na'vi, donc ici en l'occurrence les Mangwan. Et puis en fait, à la fin du film, tu sais, il y a une des dernières scènes où on le voit arriver dans le bureau donc de la RDA avec tous les hologrammes. Il a la peinture de Mangwan sur le corps. Il est clairement devenu en gros le chef des Mangwan, le Loktan. Le Loktan, elle, c'est la Tsahik. Si au début c'était vraiment une alliance de circonstances, tu sens que vraiment il s'attache. Hein. Mm-hmm. Il trouve sa place. C'est peut-être sa façon à lui d'être Na'vi, tu vois. Enfin, je sais pas, tout le monde n'est pas Jake Sully, tout le monde ne peut pas devenir comme ça d'un coup un Na'vi. Un Robatikaya, ouais. Voilà. Et c'était la même chose dans le 2. Est-ce qu'ils allaient aussi s'accommoder à la tribu de l'eau? C'est ça les grandes questions. Et Loak, justement, c'est là où aussi, encore un parallèle avec son père, lui, ça s'accommode plutôt bien avec la tribu de l'eau, à tel point qu'il s'est trouvé sa baleine rebelle. C'est ça. Oui, en fait, c'est deux rebelles enfin, ouais, c'est un autre des thèmes abordés dans le film, c'est vraiment que, en fait, c'est une rébellion des jeunes, quoi. C'est les jeunes qui poussent leurs parents à poursuivre le combat. Dans le 2, c'était plus par le biais des yeux des enfants qu'on apprenait à connaître les règles de ce monde de l'eau. On voit jamais Jake et Neytiri, enfin, ou alors, on voit que c'est pas son environnement naturel. Il manque un truc. Oui. Les enfants ils apprennent directement, ils acceptent complètement ce nouvel univers. Et Loak symbolise ce fait
en même temps que il se rebelle contre ses parents et contre la tribu des Metkayina en s'associant avec un paria, donc Payakan. C'est un personnage qui va, en plus de ça, dans ce qui je trouve très intéressant dans le 3, on en fait un personnage quasiment mythologique. Enfin, il y a une scène où il va rechercher Payakan qui s'est enfui. Tu le vois reprendre la litanie de la voix de l'eau. La voix de l'eau n'a ni début ni fin, etc. Dans une scène d'empête, enfin quasiment biblique, quoi. On dirait que c'est Dieu met à l'épreuve un personnage. C'est un truc qu'on retrouve notamment dans plusieurs épisodes de la Bible, mais t'avais un peu ça dans Happy Feet 1 d'ailleurs aussi avec le personnage de Mumble. C'est ce genre de personnage qui va affronter enfin, les éléments pour retrouver un personnage. Ce personnage va être la clé pour ensuite mener la rébellion contre les humains, puisque c'est par le biais de Payakan que les baleines, donc les Tulkun, vont en fait rompre totalement leur code qui est purement pacifiste, quoi. Même si notre espèce est en danger, on rejette la violence à tout prix. Les Tulkun, leur peuple est un peuple qui rejette catégoriquement la violence, enfin quels que soient les sévices qui sont faits à leurs congénères, tu vois. C'est un truc très intéressant, alors que bon, les Nomatikaya, les Metkayina, tout ça, c'est des personnages qui, quand ils sentent que leur peuple est en danger de mort, évidemment qu'ils vont prendre des armes. Les baleines, non. C'est un truc très intéressant. Et puis oui, donc c'est une rébellion des jeunes. Pareil, c'est des enfants qui arrivent à invoquer Eywa, on va dire à la fin. Une scène très forte émotionnellement parce que tu vois d'abord Skiri qui essaie d'appeler. Donc le film, on te vend très bien cette scène-là parce qu'on la voit, Kiri qui ne cesse d'appeler Eywa, Eywa, Eywa. Ensuite, il y a Spider qui la rejoint. Puis Took, la petite dernière là, à qui on n'arrête pas de répéter que attention, il faut vraiment pas que tu nous suives. C'est dangereux pour toi, tu es trop vite, etc. Et là, le fait qu'ils arrivent un à un pour parler à Eywa, voilà, ça dit beaucoup de choses sur en fait la place que Cameron a donnée aux enfants dans cette nouvelle saga. Dans le 2, c'est les enfants qui vont sauver leurs parents respectifs. Il y a Kiri qui sauve Neytiri, tu as Loak qui sauve Jake en lui apprenant à respirer. Son arc dans Avatar 2, c'est apprends à respirer. En gros, c'est sa copine de l'eau, la Tyria, on les voit encore régulièrement apprendre en fait à voilà, respire, puis tu iras de plus en plus loin dans l'eau pendant de plus en plus longtemps. Ça a une vraie utilité narrative aussi. Alors que Jake, c'est un personnage qui ne fait que des erreurs dans le 2 et continue d'en faire dans le 3. Et puis Spider, évidemment, qui sauve Quaritch, quoi. Même s'il le déteste, au fond, c'est pour ça que c'est pas des personnages qui sont tout blanc, tout noir. Enfin, il sent quand même que Quaritch, il lui sent une sorte un devoir filial de sauver ce père-là. Bon, on va pas revenir sur Avatar 2, mais... Oui, mais ça reste des enfants aussi, quoi. C'est surtout en temps de guerre comme ça, tu sais plus trop où te mettre, t'as pas les idées fixes. Comment dire, ils sont pas endoctrinés, tu vois. Genre Spider, il se dit que Quaritch, c'est pas possible, si on l'arrête pas maintenant, ça va nous retomber sur la gueule plus tard, mais en fait, il y arrive pas, il est pas capable de tuer son père. Même si pour lui, dans son cœur, Jake c'est son père, dans Avatar 2, en tout cas, il y arrivait pas, là, dans Avatar 3. Ah, il y a un progrès, on va dire qu'il tire une flèche dans le bras, mais bon, c'est vrai que ça... En fait, il y a beaucoup de choses qui passent aussi purement par les non-dits, il y a beaucoup de choses qui sont dites par les visages, on va y revenir plus tard, je pense, c'est ça qui fait aussi le sel de cette nouvelle trilogie, c'est qu'il y a eu tellement de progrès dans les technologies, on va dire, de captation des émotions. Ils ont capturé, par exemple, je sais pas moi, l'espacement entre les yeux, l'écarquillement des yeux, les paupières, la bouche, enfin, et tout ça fait que tu crois à ces navis, tu crois à leurs émotions, tu crois à ce qu'ils pensent ou ne pensent pas à voix haute. Un truc comme ça, on va revenir évidemment plus tard. Mais oui, clairement, c'est Spider. Tu comprends quand c'est un choix en fait que toi, en tant que spectateur, tu rejettes un peu parce que tu as envie de tuer Quaritch. Clairement, depuis Avatar 1, c'est un mec horrible, quoi. Mais tu comprends. On te l'a préparé plus tôt dans le film que ils passent quand même beaucoup de temps ensemble. Même tu sens qu'il y a du progrès, ne serait-ce que la trêve qu'ils font dans la forêt pour retrouver les enfants, que même vers la fin du film, tous les deux, ce qui leur importe, c'est de remonter Spider. C'est plus le combat à ce moment-là. Donc clairement, peut-être qu'Avatar 4 ce sera pas le film. Quaritch repassera du bon côté, mais on n'y sera pas loin. Oui, en tout cas, moi je trouve que c'est un personnage. J'adore en fait la façon dont il est écrit, les répliques. C'est des répliques toujours cinglantes, mais qui sont toujours très significatives aussi. J'ai hâte de voir en fait comment il va évoluer dans les prochains. Et de voir comment ce grand méchant finalement il va apprendre à un peu apprivoiser, on va dire Pandora pour de bon. Mais le point clé c'est Spider, quoi. Tu vois quelqu'un qui n'est même pas Navi, autant les accepter, et toi devenu Navi, toujours les rejeter. Non, tu vois, au bout d'un moment tu te poses des questions, ça va pas. Oui, c'est encore un effet de miroir qu'il y a dans le film, quoi. Quaritch c'est un humain coincé dans un corps de Navi, Spider c'est l'inverse. Le film joue sur ça à plusieurs reprises. Je vais citer quelques répliques moi qui m'ont marqué de Quaritch pour voir qu'il est toujours sur une corde justement entre est-ce que je suis le vrai Quaritch qu'on a connu dans le 1 ou juste un nouveau corps finalement qui n'en a que les mémoires, et donc peut-être que je peux m'émanciper de ça. Par
exemple, Jake est capturé, il est emmené dans la base humaine qui s'appelle Bridgehead. Puis il y a une discussion entre lui et Quaritch. Tu as Jake qui essaie de le convaincre en fait qu'il faut apprendre à voir. C'est un des thèmes, on va dire, un des motifs visuels qui est repris dans toute la saga, le motif des yeux. C'est dans le 1, Jake était un personnage qui apprenait à voir. Le film se concluait et s'ouvrait sur lui qui ouvre les yeux. Et sa renaissance, en fait, le dernier plan du film, c'est lui qui renaît dans son corps de Navi. Puis là, Jake n'arrête pas de le convaincre à plusieurs reprises dans Avatar 3, apprend à voir. Puis Quaritch lui dit « Je te vois demain à 6h du matin, entre guillemets, pour ton exécution ». C'est des répliques simples, mais qui ont une grande puissance, quoi, tu vois. C'est une réplique, t'as l'impression qu'il hésite à accepter au tout début, avant de finalement se reprendre, et non, ça marche pas mal, parce que tu sens que il a pas improvisé la blague comme ça, quoi, c'est instinctivement, il a eu envie de répondre « Je te vois, mais il faut que tu meurs, quoi. » au dernier moment. Oui, c'est ça. Ouais, il y a aussi... alors, Quaritch, en fait, ce qui marche bien avec ce personnage aussi, c'est qu'il y a un décalage entre... il utilise un vocabulaire de militaire, clairement. Quand il parle à Varong, il y a un décalage entre, par exemple, il lui dit oui, ça s'annonce comme un bon week-end, mais voilà, non, en fait, j'ai pas envie de devenir ton esclave sexuel, en gros. Par exemple, Your next cupcake, ça marche très bien aussi comme phrase. Et il y a une phrase clé entre lui et Spider. Encore une fois, quand Spider il est emmené dans la base humaine Bridgehead, t'as Quaritch qui lui dit je suis ton père, regarde mon badge là, le badge de l'humain qui s'appelait Miles Quaritch. Spider lui dit mort au combat. Clairement, c'est pour lui signifier que non, t'es plus un militaire, mec, tu as un nouveau corps, fais-en ce que tu veux, quoi. Et puis même Jake, à la fin, encore une fois, lui dit tu as le choix. Oui. Voilà, et Quaritch répond, ou alors c'est juste avant, il lui dit alors quoi, maintenant on va se prendre la main, on va prier Eywa, j'apprends à voir. Enfin voilà, c'est un mec qui remet en cause toute la thématique du 1, quoi. Et t'ajoutes à ça le fait qu'il est de moins en moins approuvé par sa hiérarchie. On tend vers un point de bascule, quoi. C'est imminent. Et peut-être que du coup, dans son point de bascule, il emportera avec lui Varang face au pouvoir de Kiri, qui verra que finalement Eywa est là. Ah oui, un des grands thèmes. Il y a des personnages qui sont en crise d'identité, clairement dans tout le film. Je pense qu'on l'a déjà évoqué avec Quaritch, avec Spider. Tout l'arc de Loa qui est un parfait exemple aussi. Voilà, le film va développer une dizaine d'arcs littéralement, des conflits entre plusieurs autres personnages. On va pas tous les lister, c'est trop long, mais il y a quand même un gros travail d'écriture pour te rendre tous ces arcs en fait fluide, pour que jamais tu te perds, pour que jamais tu trouves des choses qui ne sont pas intuitives dans la façon dont évoluent justement ces plusieurs duos. Et puis oui, donc l'un des thèmes qu'on établit dans tout le film, on va dire, c'est le rapport à Eywa. Donc très tôt, Eywa est appelé donc, par Neytiri, par Kiri, est remis en cause par Varang et Quaritch. Et le problème, c'est que Eywa, finalement, on ne la présente pas comme une sorte de Deus Ex Machina. C'est une divinité qui ne prend pas parti, clairement. Et ce que je trouve très bien notamment, c'est que cette idée-là, au niveau de la narration visuelle, le film peut te faire convoquer une idée par un plan, ou alors un plan plus une réplique égale une idée. Et notamment, moi, il y a un plan que j'adore dans le film, c'est quand les enfants, donc Kiri, Spider et Took, voient Eywa, ou alors le visage d'Eywa, clairement. Tu as ce visage qui est tourné, pas vers eux, un personnage qui regarde de côté, comme pour signifier... Il y a une sorte ça lui donne une prestance, je trouve, à Eywa, une sorte de prestance de divin qui, tu sais, genre on a marre de s'occuper des affaires des humains, quoi, ce que tu retrouves dans énormément de mythologies. Moi, j'ai la mythologie grecque en tête, peut-être t'en as d'autres exemples, mais... J'ai vu ça aussi comme, finalement, en tant que divinité qui surveille toute une planète, il faut attirer son attention pour qu'elle voit, en particulier, ce qui se passe là, tu vois. En fait, c'est pas tant qu'elle fait rien, c'est plus, elle sait pas quoi faire. Tu vois ce que je veux dire ? Et là... En l'appelant et en lui faisant tourner la tête, ils l'ont guidé vers eux, quoi. Parce que Kiri peut clairement convoquer les pouvoirs d'Eywa, ne serait-ce tous ces moments où la planète se met à briller quand elle se connecte avec elle, mais c'est très local, tu vois. Et là, vraiment, elle attire l'attention d'Eywa, et là, d'un coup, ça devient quelque chose de plus puissant, toute la planète fonce pour les aider. Du coup, oui, en fait, ça suppose que... ça suggère que forcément Eywa, par exemple, a abandonné, entre guillemets, c'est juste qu'elle n'a pas entendu l'appel de Varang lorsque la maison de Varang a été détruite. Voilà, c'est une divinité qui peut laisser faire des choses, quoi. On dit souvent pourquoi Dieu n'intervient pas quand il y a des guerres. Après tout, à la fin d'Avatar 1, elle aide aussi. Hein. Oui. Et pourtant, il n'y a pas Kiri, tu vois, pour aller la convoquer directement. Oui, là, je crois que c'était Jake, justement, qui... Il y a aussi cet aspect de Jake, c'est un peu un élu, on te le représente visuellement par ces méduses, là, les méduses flottantes, qui se posaient sur ses épaules.
dans le film là, on a une scène miroir de ça avec Spider, juste avant que, Spider en train de s'étouffer, puis tu as une méduse qui arrive vers Kiri, elle va extraire une graine de cette méduse pour implanter le mycélium dans les poumons de Spider. Donc ouais, je sais pas, est-ce qu'elle agit différemment avec certains individus, c'est pas encore tout à fait clair. On risque d'en apprendre beaucoup plus dans les suites, clairement. Et ce que j'aime bien, c'est que le film aussi te la présente. T'as toujours une multiplication de points de vue sur plein de trucs, mais notamment Ewa, Varang, elle la qualifie littéralement une mère faible pour des enfants faibles, quoi, qui n'arrêtent pas de sucer à son sein, quoi. Et quelque part, quand elle dit cette phrase, tu te dis, ouais, Jake, à la fin de Avatar 1, puis on le cite plus tard, Kiri, Spider, c'est peut-être des gens faibles, quoi, des gens qui ils n'arrêtent pas d'appeler une divinité à l'aide quand ils sont en danger, ils sont incapables de faire des choses eux-mêmes. C'est toujours c'est intéressant. Varang, de toute façon, est un peu le miroir, on va dire, déformant, un peu démoniaque de Neytiri, surtout s'il s'était laissé consumer par la haine, quoi, s'il avait complètement abandonné Eywa et tout ça. Parce que ça aussi, c'est très intéressant. Ce Avatar 3 nous donne la preuve que Eywa existe, quelque chose dont on pouvait douter dans Avatar 1 et Avatar 2, tu vois, parce qu'on la voit pas explicitement et que finalement, peut-être que c'est plutôt par sa grande détermination que Jake avait réussi à convoquer la nature à la fin du film, et son statut d'élu. Mais là, clairement, on voit qu'il y a quelque chose. Et surtout, ça implique forcément que dans le passé, elle est déjà apparue pour d'autres. Parce que sinon, il n'y aurait pas tout ce culte autour d'elle. Oui. Et les fameux temps anciens dont il parlait dans le premier film, où toutes les traditions sont nées de là, finalement. Est-ce que peut-être elle était plus présente, elle s'est lassée? C'est des questions qu'on se pose aussi avec nos propres religions à nous, quelque part. Évidemment, les temps anciens, ça correspond ici plutôt... nous, ça correspond à la Bible, parce que dans nos sociétés occidentales, quoi, c'est l'apparition de Jésus, etc. Dans d'autres religions mythologies, il y a eu des temps anciens où la déesse est intervenue et depuis on lui fait des cultes, mais c'est vrai qu'on se demande toujours... Oui, je pense que Avatar fait un peu le décalque de ça avec Eywa. C'est ça que j'avais trouvé en fait assez fort. Et puis visuellement, ce plan, je pense que ça traduit exactement cette idée, quoi. Tout passe par le visuel dans ce troisième opus. Ouais, en parlant de visuel, moi je dirais que Cameron a toujours fait ça dans sa filmo, a toujours pensé à Réa, on va dire, autour d'un axe, la narration visuelle, c'est-à-dire pour donner une petite définition, je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est en fait comment tu racontes une idée, un sentiment, une situation avec la façon dont tu filmes cette situation. Par exemple, comment tu vas cadrer ta scène, qu'est-ce que les mouvements de ta caméra racontent sur ton sujet, qu'est-ce que la lumière, les couleurs, le montage, tel ou tel son, symbole, etc. raconte un truc sur la scène. Et Avatar, c'est un truc qui je le fais tout le temps. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est que c'est vraiment une saga cinématographique, quoi. C'est un film de cinéma. Un des trucs que j'ai noté, que je note dans tous les films Avatar, c'est notamment tout le langage non verbal des Na'vi. Il y a énormément de trucs qui sont dites avec Neytiri, notamment les peintures qu'elle porte tout au long du film. Au début du film, les expressions qu'elle fait avec la peinture, on va dire, la peinture mortuaire qu'elle porte suite au deuil de Neteyam. Tu vois dans son regard tout un tas de choses, quoi. Elle fait une tête, mais elle est calme, mais elle est sur le point de flancher. Pareil, à un moment, elle se déguise, on va dire, en Mangwan pour s'infiltrer donc dans la base humaine. Ça raconte un truc, puisque dans la scène d'après, en fait, elle va, lors du sacrifice de Spider, elle va vouloir se débarbouiller, s'enlever cette peinture-là, et elle va se rendre compte que la peinture rouge sur ses mains, elle associe ça à l'idée de sang sur ses mains. Et ça renvoie au plan dans Avatar 2 où Loak avait aussi les mains en sang, quoi. La mort donc suite à la mort d'un des fils, tu as ce plan-là sur les mains en sang, et là elle se dit en fait non, je veux pas perdre un second fils, quoi. Je veux pas perdre un second Neteyam, et il faut absolument que j'empêche Jake de tuer Spider, quoi. Voilà, Spider a sauvé Jake lors de l'infiltration, c'est encore un argument en faveur de lui. Et en fait, je veux pas me laisser consumer par la haine, ça va faire plus de sang, la haine engendre toujours plus de sang, etc. Voilà, c'est ce genre de trick visuel qu'il emploie à foison. Il y a plein d'autres exemples qui sont extrêmement parlants, notamment Varang. C'est un personnage très cinématographique de par la façon dont elle se mouvoie, la façon dont elle regarde. Quaritch, c'est un personnage qui est fasciné par voir dans les gens, sonder leurs vraies pensées, quoi. Elle déteste qu'on lui mente. Elle a un œil littéralement tatoué sur sa main.
elle a créé tout un culte autour d'elle, autour du fait de ses vertus chamaniques. Avec ces espèces de rituels, elle fait dire aux gens la vérité. Quaritch lui dit à un moment, je crois, un truc du style tu pourrais faire parler les pierres, un truc comme ça. Et puis, lors de cette scène-là, Quaritch ordonne à son bras droit là, tirer sur un des Manquan. Tu as un plan POV de ce sniper-là. D'abord, encore une fois, c'est un plan égale une idée. D'abord, tu vois le viseur se focaliser sur les Manquan qui ils sont en panique là. Putain, d'où vient ce tir, il faut regarder où, etc. Hop, ensuite, on panote vers la gauche. Et là, on voit le visage de Varang qui regarde fixement le viseur. Elle sait où il se trouve. C'est la seule du clan à savoir où il s'est trouvé. Ça raconte plein de choses. C'est un personnage ça raconte qu'on ne peut pas lui mentir à cette personne. Et en plus de ça, c'est la personne la plus intelligente de son clan. Enfin, en fait, c'est un peu la chef d'une secte, quoi. Où elle a manipulé ses fanatiques autour d'un culte du feu, etc., qu'elle a inventé suite à la destruction de sa maison. En fait, ça raconte plein de choses, ce plan. J'adore cette façon, en fait, de confronter, de raconter les choses par le visuel, ou parfois le visuel plus une réplique. On a parlé du visage d'Ewa, par exemple. Oui, tout à fait. Tu vois ce potentiel aussi quand dans la forêt, elle tombe sur les armes à feu. Là où les autres voient de la peur, le tonnerre, c'est capable de nous tuer. Elle voit direct le potentiel. Elle fait putain, il nous en faut quoi. Il faut qu'on sache maîtriser ça. Clairement, c'est un personnage qui est taré. Hein. Elle a un pendant pour la destruction quoi. C'est un archétype qu'on voit dans énormément d'œuvres. Ne serait-ce que le Joker, je pense, c'est la plus connue. On a parlé aussi de Dementus dans notre dernier podcast sur Furiosa. C'est un personnage très similaire dans le sens des personnages très politiques aussi, des bons politiciens qui arrivent à gravir les échelons. Ici, elle arrive à pactiser avec Jake. Elle a un goût pour les maquillages et la coiffure, qui dissimule son caractère en fait juste d'escroc, clairement. Et ouais, en plus, il y a un côté moi que je trouvais très surprenant, qui plus est pour un film Disney, c'est le caractère purement sexuel de ce personnage. L'entrée de sa yourte, c'est littéralement une vulve, quoi. Et puis ouais, donc tu parlais de la scène où elle se prend de fascination pour les armes à feu, pour le tonnerre, elle appelle ça. Il y a un gros plaisir sexuel en fait qui se cache derrière ça. D'ailleurs, quand elle apprend à utiliser le lance-flamme, qu'elle retourne contre les tentes de son propre peuple, encore pour accentuer le fait qu'elle est un peu folle. Juste après, elle va dans sa yacht avec Quaritch, et elle l'emmène, et puis le film suggère bien que voilà, ils vont baiser quoi. J'ai trouvé ça très fort aussi quand elle a cramé les tentes. Moi, je voyais plus ça en mode c'est bon, maintenant on a tout ce qu'il faut, on a plus besoin de ces vieilles de ces vieilles tentes. À nous enfin la grandeur, tu vois. Et c'est ce qui lui arrive après, vu que Quaritch l'amène à la RDA. Il milite quand même pour qu'elle se fasse accepter, ce qui n'était pas gagné. Et a priori, Quaritch n'avait aucun intérêt à ce qu'elle se fasse accepter au sein de la RDA. Oui. Comment dire, ça prouve encore une fois que le changement de Quaritch, mais ça prouve aussi que elle, faut voir les têtes qu'ils font quand ils découvrent les installations humaines. Bah ouais, déjà il y a un gros aspect historique aussi. Évidemment que Cameron base ses films aussi, sur énormément de références mythologiques, dont Avatar 1, Avatar 2, Avatar 3, mais même dans Terminator, quoi. C'est littéralement le jugement d'année, c'est le titre de Terminator 2. Dans Titanic, c'est une sorte de punition divine qui punit en fait la soif de pouvoir des humains et leur hubris, quoi, à travers la technologie. Et puis là, ici, il y a un référent historique avec, je trouve, cette histoire des Manquan, parce que, évidemment, dans l'histoire, il y a eu ces histoires de tribus amérindiennes qui ont été retournées les unes contre les autres par les puissances coloniales, quoi. C'est un peu ça que évoque. Moi, ça m'a directement forcé au dernier des Mohicans, notamment l'histoire du dernier des Mohicans, où tu as les Français qui arment une tribu amérindienne contre une autre tribu amérindienne qui est armée par les Anglais. Là, c'est un peu la même chose. Tu vas donner à des peuples indigènes des technologies plus avancées. Qu'est-ce qu'elles vont faire avec? Elles vont c'est un peu comme des gamins, quoi. Au début, elles vont un peu faire du loup, elles vont tirer des balles partout, elles vont cramer des tentes. Voilà, le film, je trouve, évoque bien cette idée. Oui, c'est vrai que là, on voit encore une opposition, parce que là où elle accepte direct les armes, la tribu de l'eau refusera les armes de Jake. Voilà, aussi. Ce que Jake est en accord, mais pour lui, c'était incarner Toruk Makto qui empoisonnait son cœur. Pour lui, c'était justement être cette espèce de grand guerrier vengeur. Là, il y a un inversement de valeur. Lui, il accepte volontiers les armes à feu, mais le piaf tueur, non, c'est non. Le piaf tueur, ouais. Clairement. Puis après, moi, j'ai pas d'ailleurs, c'est un aspect, moi, que j'ai pas non plus hyper intériorisé, quoi. Toute cette histoire de Toruk Makto, je vois pas. Enfin, il y a des trucs que j'ai pas compris par rapport à ça. Qu'est-ce que ça raconte sur le deuil aussi, son deuil à lui. Pourquoi il veut pas reprendre Toruk Makto? Est-ce que c'est pas une façon pour lui de
justement de pas céder au feu. Moi, je pense qu'il a associé Toruk Makto à la perte parce que dans Avatar 1, il y a énormément de morts. Malgré la victoire des Na'vi, ne serait-ce que le frère de Neytiri. Ça a dû le blesser, tu vois. Peut-être ça crée trop de morts, un conflit ouvert. Vaut mieux comme ça des espèces de petites escarmouches comme à la fin d'Avatar 2, où là, faut vraiment que ce soit désespéré pour qu'ils reprennent le poste. Et encore une fois, c'est les enfants qui motivent un peu ça aussi. Parce que tout vient du fait qu'il faut protéger Spider, mais qu'en même temps on n'a pas la force de le tuer, donc du coup là il n'y a pas le choix, il faut repousser l'invasion humaine. Moi j'ai l'impression que c'est plutôt, l'idée qui est centrale en fait, qui englobe cette idée d'arme à feu, de est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise pas, c'est qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être défendu quoi. En fait, c'est un film qui est pas entièrement pacifiste. D'ailleurs, Cameron l'a lui-même bien expliqué. Il a avoué que c'est pas un film pacifiste, totalement. C'est-à-dire que oui, si ton peuple est en danger de mort, il faut clairement, faut se battre. Mais en même temps, on doit être mesuré. On doit essayer de désamorcer les tensions chaque fois qu'on le peut. Et c'est, je crois, un peu ce que raconte du coup Toruk Makto. Jake veut se battre, mais en même temps, il veut pas non plus déballer une sorte de folie guerrière. Toruk Makto, on lui donne en plus un aspect très mythologique, encore une fois, quoi. C'est une machine de guerre, quoi. C'est la même peur qu'on les Tulkun, hein. Est-ce qu'en recourant à la violence, ça va pas réactiver un nouveau cycle? Mais là, clairement, il n'y avait pas le choix. La situation à la fin d'Avatar 3 est cataclysmique, hein. Là, il fallait réagir. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait que c'est une scène qui reprend, alors moi je pense un peu trop à mon goût, des éléments de la bataille finale de Avatar 1 et Avatar 2, mais en même temps c'est toujours la même chose en fait. Tu reprends des choses, mais tu racontes l'inverse. Ici, ça raconte une défaite. Clairement, c'est pas du tout victorieux à la fin. Je trouve qu'il y a une sorte de bad ending. Bien sûr, les morts sont considérables, hein. Mais il reste de l'espoir. C'est ça aussi, c'est ce qu'on te montre aussi avec la naissance du gamin de la chef de la tribu de l'eau. Oui. On te montre ça aussi, que les navires restent profondément connectés à leur mort. Donc, quelque part, est-ce que c'est si grave que ça de mourir? Ouais, d'ailleurs, c'est parce que des gens se posaient la question, du coup, est-ce que c'est pas tellement grave de mourir? Est-ce que tu peux te reconnecter à eux en allant donc avec ton courroux, en effectuant le courroux avec ta tresse de cheveux? Mais le truc, c'est que dans Avatar 2, alors il faut se souvenir que dans la dernière scène, j'ai l'impression que la temporalité en fait de ces souvenirs est complètement différente de la nôtre. Tu voyais le Neteyam, enfant qui apprenait à tirer à l'arc, puis une seconde après, tu le voyais adulte, en demandant à Jake pourquoi tu pleures. J'ai l'impression que en fait tu peux te reconnecter à leurs souvenirs, mais c'est pas eux, c'est pas leur ouais. tu peux pas leur parler en direct, quoi. Je pense que tu as des bribes de souvenirs, ils sont un peu éparpillés, tu peux les voir à différents stades de leur vie, mais tu peux pas c'est pas un serveur Minecraft, quoi. C'est pas un serveur, quoi. Tu peux pas, c'est pas des avatars virtuels d'eux-mêmes. Oui, finalement, est-ce que ça te donnerait pas ce que tu veux? Parce que par exemple, Spider, lui, ce qu'il voit, c'est que tout le monde l'accueille et l'accepte. Oui, en fait, c'est une projection mentale, surtout ça. Ce que finalement on n'a vu chez aucun autre Navi. Donc c'est peut-être que ça te donne vraiment ce que tu viens chercher. Voilà, en fait, ça rejoint un peu la première scène du film où Loak joue avec Neteyam, puis Neteyam lui demande comment est-ce que je suis mort. C'est pas Neteyam qui dit ça, c'est Loak qui est rongé par le deuil d'ailleurs. Oui, qui se demande toujours si c'est sa faute. Voilà, ouais, et donc il y a une scène, encore une fois, je trouve que c'est un des aspects glauques spécifiques à ce truc-là. Hein. Il y a l'aspect sexuel, il y a l'aspect aussi purement. Ces personnages, ils sont en train de se tuer là. Tu vois un adolescent qui est sur le point de se suicider, quoi. C'est assez violent. Je trouvais ce film particulièrement violent, quoi. C'est pas du tout un. Il y a quand même, ça te met face à des situations purement réelles et concrètes, quoi. Et c'est là qu'on voit l'efficacité d'Avatar 3 parce que après il va pas s'embourber dans des longs dialogues d'introspection pour Loak, il enchaîne, tu vois. C'est pour ça que Cameron, je pense, a très bien compris le cinéma, c'est qu'il a développé tellement de choses en 3 heures. Avec tous les aspects que lui donne le cinéma. Je sais pas, quoi, tu voudrais faire l'équivalent en roman, tu voudrais quoi, 1500 pages. C'est d'une richesse thématique à chaque fois, et il s'arrête jamais sur ça. Genre, tu vois, Loak essaie de se suicider, on va pas faire une demi-heure derrière de film, de thérapie pour lui remonter le moral. Non, c'est les actes directs derrière. C'est un truc qui est en train de se perdre, quoi, dans la plupart des films, des grosses productions actuelles. C'est vraiment cet aspect raconter les choses par le truchement du visuel, par des objets, par exemple. Pour reprendre ce truc-là, c'est l'arc de Neytiri qui, la Loak aussi, le rapport qu'il a avec sa mitraillette, ça raconte de quelque chose aussi, parce que il est traumatisé par ça, puis ensuite il est traumatisé parce que c'est ça qui a tué son frère, et ensuite il veut lui-même se donner la mort avec cette même arme. Il y a l'arc de Neytiri qui représente son parcours. Dans Avatar 2, elle l'a brisé donc suite à sa colère en fait vengeresse, quoi. Et énorme scène d'ailleurs, ce climax là,
c'était incroyable en termes d'émotion. Ici, dans le film, elle est brisée, tout comme son arc. Puis c'est Loak qui va le réparer. Donc c'est son fils qui va encore une fois lui apprendre. C'est dans la nouvelle trilogie Avatar, c'est les enfants qui sauvent leurs parents en permanence. Bref, et là Loak donc va essayer de réparer son arc. Et puis ensuite elle se blesse parce que Varong lui tire une flèche dans l'épaule. Et le film va faire 4, 5, 6 plans où tu vas la voir en train d'essayer de tirer. Et au début, elle souffre énormément parce que son épaule, voilà, elle essaie de tirer, mais son mouvement il est ridicule. Enfin, elle peut pas tirer, quoi. 10 minutes après, tu auras une scène où là, elle va un peu plus réussir à abandonner son arc parce que son épaule s'est un peu plus réparée. 10 minutes après, la même truc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que on va coupler cette idée de elle qui va se réparer en essayant de tourner son arc avec l'idée de la flèche explosive là, que lui donne Jake. Le premier plan dans lequel on voit cette flèche, d'ailleurs, par ce jeu de focus, on va passer du visage de Jake à la flèche explosive. Ça montre très clairement que cet objet, attention, va être important plus tard. Alerte foreshadowing, quoi. Et du coup, elle va utiliser cette flèche explosive pour sauver Jake et détruire Ed. C'est là qu'elle va crier un soupir de soulagement parce qu'elle a enfin réussi à se reconstruire. Pendant cet arc et en tirant cette flèche, elle peut enfin libérer Jake. Elle reprend goût en fait à la vie clairement. Et c'est là ensuite que ça va amorcer le début de son acceptation pour Spider, quoi. C'est parce que de la manière que elle participe aussi à sauver Jake, Spider aussi aide à sauver Jake et donc voilà, tout ça c'est payant émotionnellement parce que tu l'as vu souffrir pendant une heure. Et ça montre aussi quelque part qu'elle accepte le côté humain de sa famille parce qu'elle ne va utiliser que du matos humain finalement aussi, pour y voilà. arriver. Elle va utiliser le traceur pour rentrer, les flèches explosives pour tout détruire. D'ailleurs, j'ai quelque chose que je trouve excellent là-dedans, c'est que Spider, il sait que les enfants de Jake l'aiment, mais il a jamais su se positionner par rapport aux parents. On le voit, il est toujours gêné quand il doit interagir avec que les parents. Oui, c'est encore un jeu de regard. Il y a toujours des plans qui montrent en train de douter. Il sait pas trop quoi dire, et justement, il lui demande à Jake explicitement, est-ce que tu m'as aimé et... Ah, ça c'est... Ouais, c'est fort, quoi. Il y a une scène dans Avatar 2 où tu te mets clairement de son point de vue, quand il est sur le bateau et qu'elle intervient pour détruire en fait tout ce qui bouge, quoi, pour tuer tous les mecs avec une facilité déconcertante. Tu la vois en train de crier un cri en fait, de rage. Enfin, elle est complètement tarée, quoi, à ce moment-là. Et puis t'as un plan où il se cache derrière un poteau, puis dès qu'elle tourne la tête vers lui, hop, il se cache. Enfin, là, en fait, elle fait peur, Neytiri. Lui, il a peur d'elle, et le film le fait comprendre par la mise en scène. Et tu vois aussi sa profonde bonté dans ça, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de le tuer, mais il leur pardonne direct, quoi. Et je pense que c'est cette bonté, tu vois, qui fera que Quaritch passera du bon côté. Que malgré tout ce qu'il a fait, Spider, il l'accepte quand même. Ah non, mais cette scène de sacrifice, moi, moi, je dirais qu'elle a fonctionné sur moi tout simplement parce que j'y ai cru. Tout comme dans Avatar 2, je croyais vraiment que Neytiri allait tuer Spider, là, quand il dit un feat pour un feat. Ouais, là j'ai plus cru à ça. Je me suis dit qu'elle en serait capable. Parce que c'est bien, le scénario te prépare à ça, encore une fois, c'est un scénario bien écrit à mon sens, même très bien écrit. C'est une sorte d'écriture émotionnelle, quoi. Tout le film distille énormément d'informations qui ensuite vont s'arrêter plus tard dans une scène. Il n'y a aucun truc en trop, aucun truc en moins. C'est Neytiri qui voulait le tuer dans le film précédent, et là c'est Jake. Alors que Neytiri, là, ne voulait plus. Et puis il y a toujours des espèces de phrases, tu sais qu'elles vont servir plus tard. Par exemple, pour reprendre justement tout le côté, tout l'arc de Spider, au bout d'un moment, au début du film, là, quand Jake et Neytiri veulent le renvoyer donc dans la base des Omaticars, il demande mais attendez, can we just find a way? Est-ce qu'on peut trouver un moyen en fait autrement de me virer? Est-ce qu'on peut trouver un moyen pour que je m'intègre, pour que je reste auprès de vous? Puis cette phrase là, find a way, elle est réutilisée dans la scène du sacrifice. Jake, au moment où Jake rejoint Neytiri, il dit whatever happens, it won't be this way. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, la bonne façon de faire, ce sera pas de tuer Spider, ce sera pas de l'écarter de nous, ce sera de le garder auprès de nous. Il fait partie de la famille. Et Neytiri lui répond Then we will find another way. Ça, c'est ce genre de truc. Moi, quand c'est arrivé, je m'étais souvenu du fait que Spider avait dit Can we find a way. Ça m'a tout de suite pris. J'étais très ému à ce moment-là, quoi. C'est ce genre de truc où t'as un autre truc, c'est. Parfois, c'est pour des raisons purement humoristiques. Le biologiste marin là, Ian Garvin, lui, je trouve son arc est assez marrant. Enfin, c'est un peu la caution humoristique du film parce que évidemment là, il commence à se rebeller aussi
contre sa hiérarchie. À propos du sort des Tulkun, il dit, Ardmore essaie de temporiser en mode, elle fait un peu la politicienne. Ok, your protest has been noted, quoi, votre complainte a été notée. Et puis 10 minutes après, lorsqu'il saccage tout avec son tank, il dit, est-ce que ma complainte a été notée là pendant l'enfoiré? Voilà, c'est ce genre de truc, ce genre de préparation paiement des setup payoff, c'est un procédé qu'il utilise à foison dans Avatar, quoi. Mais en fait, rien que de les lister, ça ferait 3 heures. Non, et puis même, encore une fois, l'efficacité de cette scène d'action, tu vois les 3 engrenages qui vont permettre la libération de Jake avancer petit à petit. Tu vois du coup Spider, le biologiste, et Neytiri avancer chacun de leur côté, et ils vont tous se retrouver au même endroit. Oui. Tu touches à un point qui distingue encore une fois Avatar de la plupart des films d'action. En fait, l'action raconte toujours un truc, mais toujours en conflit des enjeux narratifs. Donc l'infiltration dans Bridget, c'est ça, il y a la rébellion de Aegis Marin, tu as Spider qui s'enfuit de Quaritch, tu as le conflit entre Neytiri et Varang, tu as Jake qui essaie de convaincre Quaritch que il faut qu'il apprenne à voir. Et puis tu as même un conflit qui est en train d'émerger au sein de la RDA. Ardmore, elle veut vraiment tuer Spider, alors que Selfridge, lui, veut le capturer vivant. Donc Quaritch aussi commence Quaritch derrière dit non, refusez les ordres, tout le monde est perdu, quoi. Voilà, t'as 6 trames narratives au milieu de cette scène. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. Et tout ça, ça fait que la scène passe, parce que d'un point de vue cohérence, tu pourrais gueuler, parce que elle y va toute seule et elle va ressortir avec Jake. Mais non, en fait, il y a plein de concours de circonstances qui s'ajoutent, qui rendent tout ça crédible, et en plus, c'est super bien fait, quoi. Tu sens que tout est millimétré dans sa mise en scène, alors que le plan ne l'est pas du tout, et ça donne vraiment une fluidité à la scène, à tout ce moment du film, qui est assez incroyable. Mais voilà, je pense tout ce qu'on a dit, tous ces parallèles dans l'écriture, toute l'écriture du film est coupée à la réalisation qui réutilise énormément de motifs visuels, de jeux de miroir et tout ça. Ça participe en fait à ce qu'on ne s'ennuie jamais au film. C'est ça un truc que les spectateurs, forcément, ils ne conscientisent pas quand ils vont voir les films Avatar. C'est que c'est un film qui est très bien écrit à ce niveau-là, en fait. L'écriture est la principale qualité, je pense, de cette saga, de tous ces films. C'est une écriture émotionnelle, dont le but est de faire ressentir, on va dire, de la peine, du chagrin, de rire. Tu es vraiment attaché à ces personnages. Et en plus de ça, les scènes d'action les confrontent forcément à des événements, on va dire, qui remet en cause leur statut. Puis l'écriture, ce qui est bien, c'est que l'écriture, ensuite, après t'avoir donné une scène d'action qui est absolument galvanisante, on va transitionner donc sur les personnages qui se sont enfuis vers une scène où tu as un gosse qui est en train de se faire buter, quoi. Même en termes de scène d'action aussi, toute la bataille finale, ça envoie. Hein. Ouais, ça envoie et c'est encore très palpable en fait. Ces scènes d'action sont très palpables, je trouve. La façon dont, par exemple, tu as des écrans qui vont s'élancer dans les airs, foncer sur des vaisseaux. Tu sens les frottements de l'air contre les ailes. Tu sens le poids des vaisseaux qui tombent, des hélicoptères qui sont balancés les uns contre les autres. Oui, la satisfaction que tu ressens à chaque fois qu'ils font des espèces de trick shots comme ça. Enfin, les scènes d'action sont découpées, donc c'est-à-dire comment les plans en fait se répondent d'un plan à l'autre. Elles rendent la cinétique de ces actions extrêmement satisfaisante, quoi. Et puis encore une fois, des parallèles. Le film précédent, spectaculaire, Payakan qui attaque le bateau. Là, t'as la matriarche qui attaque le méga bateau. C'est tout ça, des rappels constants à ce qui est fait avant. Ce qui peut saouler certains, mais là, en fait, c'est tellement mieux fait. Il y a tellement tout ce truc en plus autour de l'espèce de flux magnétique là qui va créer tout le climax. Il fait pas juste un rappel pour répéter. À chaque fois, il propose vraiment quelque chose qui va plus loin. C'est clair que les enjeux sont pas les mêmes, hein. Enfin, c'est absolument pas du tout les mêmes enjeux, quoi. Et ouais, le flux du diable, je crois qu'il l'appelle comme ça. Il y a une grande satisfaction, je pense aussi au niveau du montage. Moi, quand j'ai revu la scène, en fait, je m'en suis rendu compte au second visionnage, mais il y a des morceaux de bateau, les morceaux du bateau là qui se font aspirer dans le flux. Et je sais pas pourquoi le montage, en fait, il est très bien fait parce que elle alterne entre des scènes où tu as Spider qui va essayer de sauter d'un rocher flottant à un autre. Hop, tu vois le morceau du bateau flottant à l'arrière-plan. Très important, ça encore, le film est toujours cadré de manière à ce qu'il y ait toujours des infos à l'arrière-plan et au premier plan, il y a toujours un truc à regarder, quoi. La façon dont ils sont aspirés, il y a un truc très musical, quoi. C'est fou. 2 secondes après, fou. 2 secondes après, fou. Enfin, ouais, c'est encore un gros travail de montage aussi, quoi, dans le film. Un truc très satisfaisant à voir. Il y a tout ce setup aussi, on sait avec Avatar 1 et surtout avec le personnage de Kiri
Keiwa va intervenir à un moment dans cette bataille, juste on sait pas quand. Il y a toute cette, du coup, ce qui permet aussi, tu vois, c'est ça qui est bien quand on fait appel à des parallèles, c'est que tu joues avec ton spectateur. Tu sais très bien qu'Iwa va arriver, mais quand? Il faut se dépêcher, là, ils sont tous en train de mourir. Puis limite, tu crois qu'elle va pas intervenir parce que tu l'as vu ne pas intervenir pendant les 5 ou 6 appels de Kiri et de Jake. Même Jake, quand il veut sacrifier Spider, il appelle Iwa, et Iwa ne lui répond pas. Donc c'est toujours une variation, c'est la version un peu sombre et la version sombre de la bataille du 2 et du 1, quoi. Et puis encore une fois, tu vois les adultes à terre. Hein. Jake, il dit clairement, on est foutus. Et c'est vraiment les enfants qui vont encore une fois raviver l'espoir et offrir un dénouement. La scène finale, moi, j'étais presque ému aux larmes, quoi. Quand tu vois Spider se faire enfin accepter par ses navis et que le plan final, donc tu sais, où il y a tous les navis qui l'encerclent, lui touchent les épaules et ça forme une sorte de toile d'araignée, on va dire, de gens qui sont connectés entre eux, tout ça. Ça reprend, plan pour plan à l'identique, l'acceptation de Jake dans la tribu des Omatica dans le 1. C'est la même idée. Comme pour te dire que ça y est, en fait, Spider a fait ses preuves lui aussi dans la communauté des navis. Il y a un truc très fort. C'est encore plus fort parce que là où on pouvait dire oui, Jake a été accepté parce qu'il leur ressemblait, tu vois, quand même, physiquement. Là, vraiment, c'est étranger total. Et là, on l'accepte lui aussi. Le fait que Kiri soit à la même hauteur que lui aussi dans cette scène, ça, c'est intéressant. Et le fait que tu vois des méduses, les méduses qui symbolisent la présence d'Iwa, plutôt une sorte de... La boîte vocale. Ouais, la boîte, j'allais dire, en fait, elle prend parti, et il y a des méduses qui se posent sur ses épaules à lui aussi. Tout ça, ça veut dire que, voilà, Iwa l'a accepté. Ce plan m'a vraiment ému. Et puis tu vois que tu t'éloignes de plus en plus, tu vois la planète complètement étincelante. Là encore, c'est un motif visuel qui est repris dans tous les films. Ce simple fait que les navis, ils ont des chromatophores, donc ces espèces de petites pastilles qui forment des bandeaux sur leur corps, qui sont bioluminescentes dès lors qu'ils se connectent à Iwa ou qui sont connectés entre eux tout simplement et à leur environnement. C'est un lien, c'est une idée très forte et d'ailleurs c'est une idée très forte de SF, ça. Le fait que tu as des individus qui peuvent se connecter à une sorte de réseau internet, de réseau neuronal qui relie tous les animaux, toutes les plantes et la divinité. C'est un truc extrêmement... j'adore cette idée, déjà de base. Et ça fait partie des trucs. Cameron, il te donne aussi cette interprétation qu'en fait, Eywa, c'est pas vraiment quelqu'un, c'est plutôt un peu comme du mycélium, une espèce de conscience collective qui incarnerait une sorte de réseau. Ce qui fait qu'il y a aussi des gens qui voient ça en fait comme finalement une sorte de réseau géant et pas quelque chose de spirituel. Et tout le monde serait peut-être un peu l'esclave comme ça du champignon, quoi. Ouais, j'ai vu se passer ce truc, ouais, effectivement. Moi, encore une fois, j'ai pas encore très bien on va dire réfléchi à cet aspect-là, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est une vision possible, mais en même temps, après, ça enlèverait... Cameron donne des pistes, c'est comme la scène où, quand Kiri dit « Mais pourquoi j'arrive pas à aller voir Iwa ?» et que t'as le scientifique qui lui explique d'un point de vue technique, et Neytiri dit non, et elle prend plutôt une explication spirituelle. Du coup, ça voudrait dire, si cette théorie est vraie, finalement, tout ce spirituel, tout des navis serait du vent, quoi. Et ce serait, je sais pas, je pense pas du coup que cette théorie soit vraie, parce que Cameron, c'est quelqu'un qui est très spirituel aussi, hein, dans tout ce qu'il fait. Ça m'étonnerait que ce soit quelque chose aussi terre à terre. Enfin, c'est toujours, il essaie toujours de scinder un peu. Est-ce que vous y croyez ou pas? Oui, je pense que ça ramène aussi à sa propre identité à lui. C'est un mec ça représente un peu les deux pendants de sa personnalité. D'un côté, l'ingénieur physicien, il a commencé par faire des études de physique, il conçoit, c'est lui qui a conçu la plupart des technologies, les technologies des plateaux, tous les systèmes des bassins remplis d'eau qui permettent dans lesquels évoluent les acteurs en performance capture. Donc c'est un mec très technique, mais en même temps, c'est un gars qui va construire tous ses films autour d'un roller coaster émotionnel, quoi. Il pense tous ses films comme des roller coaster émotionnels, dans lequel il fait appel à des figures littéraires, mythologiques, religieuses bien connues, pour raconter juste une bonne histoire bien filmée, quoi. Il prétend pas faire d'autre chose que ça. Ouais, je pense que ça se retranscrit dans sa vision d'Eywa, et on n'a pas encore toute la réponse. Mais... Ça, c'est pour les suites. Mais bon, il n'y a pas que du positif dans cet Avatar 3, en tout cas pour beaucoup, il n'y a que du négatif, mais non, clairement,
tout n'est pas parfait dans cet Avatar 3, et c'est vrai que peut-être que Cameron tombe à court d'idées, parce qu'à force de réinvoquer des parallèles, est-ce que ça cacherait pas aussi un manque d'innovation? Alors moi je trouve que ça se reflète dans un plan en particulier qui symbolise parfaitement ce truc-là. C'est dans les scènes de bataille où tu vois Jake, tu as toujours ce plan où tu le vois en train de crier. C'est un plan un peu en biais. Tu le vois en train de crier et foncer à un angle de 45 degrés avec son crâne. En fait, il reprend ce plan à l'identique dans chacun des films, quoi. Dans le 1, dans le 2, dans le 3. Et quand j'ai vu ce plan, je me suis dit, ah là là, dommage, parce que, en fait, il dit souvent, d'ailleurs, un peu sur ton rigolade, qu'il a une dizaine d'idées qu'il réutilise en plein de films différents. Et je pense que ça, c'est typiquement une idée de plan que lui, il kiffe. Et il peut pas s'empêcher de la mettre, quoi. Alors c'est un plan qui est super, hein. Enfin, encore une fois, il évoque beaucoup de choses, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit bon, c'est un peu dommage. Et puis dans cette bataille finale aussi, tu as des mouvements que font les Ikran, la façon dont ils interagissent avec les hélicoptères qui est un peu repris, qu'on avait un peu vu dans le 1. Le fait de prendre un hélico, de le faire tournoyer, puis de l'envoyer dans un autre hélico, je pense que voilà, on l'a déjà vu. Il y a une petite nouveauté par contre. Moi j'ai bien aimé, c'est l'interaction avec les poulpes, là, les tsiong, je crois qu'ils s'appellent comme ça. J'adore la façon dont ils se mouvoient sur le bateau là, et dont ils attrapent les mecs. C'est super bien fait, quoi. Mais c'est vrai que ouais, quand j'ai vu cette scène finale, d'ailleurs c'est un point sur lequel beaucoup de gens en fait appuient leur critique entière du film, quoi, littéralement sur 30 minutes de film, mais bon, c'est de reprendre des motifs visuels à l'identique pour raconter autre chose. Et ça, il le fait donc à foison dans tous les avatars. Et c'est un truc qui peut gêner en fait le spectateur. Oui, bien sûr. Et ça fait quoi? Ça fait 4 ans, Avatar 2. Ça fait un petit peu ce sentiment de j'ai attendu aussi longtemps pour la partie 2 de ton film 2. C'est... À la base, ça devait être un seul scénario, encore une fois. Oui, c'est ça. Et ça se voit, je trouve. Ça, c'est clairement, c'est palpable. Tu sens que là où Avatar 2 était peut-être une réouverture oui. qui se différencie du 1, là, clairement, ils sont indifférenciables, quoi. C'est une vraie continuité entre le 2 et le 3, quasiment direct. Il y a un aspect sériel qu'il n'avait pas forcément qu'il n'avait pas dans ses autres films, quoi, dans ses autres suites. Là, oui, on sent le côté grande saga familiale qui va s'étendre sur plusieurs films. Il a déjà évoqué une version, un cut du film qui dure 9 heures, un truc comme ça. J'ai aussi eu un peu cette impression de voir une sorte de version courte. C'est la première fois que ça me fait ça vraiment sur un film de Cameron. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas développées outre mesure. Par exemple, le peuple du vent, j'aurais vraiment beaucoup aimé découvrir plus sur eux. Oui. Mais ça, est-ce que c'est pas aussi un jeton pour la suite, tu vois? Est-ce qu'on va pas les revoir Ce serait pas déconnant, non? Ce serait pas déconnant. Ouais, c'est clair. Puis là, vu que c'est un film qui est extrêmement dense, et donc moi, c'est ça. En fait, quoi qu'on en dise, moi, je salue en fait la volonté de faire un film extrêmement dense, très risqué au niveau justement de la réception du public, parce que c'est un film qui raconte énormément de choses, qui reprend beaucoup de motifs similaires, mais pour raconter autre chose. Et donc les gens, ils voient normalement à leur première vision, ils y voient une sorte de recyclage, alors que pas du tout. Mais il y a un aspect moi qui m'a plutôt déçu par rapport à ça, c'est le fait que il y a des détails de l'univers qu'on ne saisit pas vraiment, que la mise en scène ne met pas assez en évidence. Par exemple, la base des Mangkwan, là, dans laquelle se trouve la yourte de Varang, j'ai compris au deuxième visionnage que c'était un arbre maison qui avait été détruit. Ah oui, j'avais pas vu ça. Oui. C'est un plan qui dure 2 secondes malheureusement, mais et puis même Quaritch, quand il arrive dans ce camp, tu le vois à hauteur d'épaule, un plan en contre-plongée, observer justement les énormes racines de cet arbre. En mode pour les mecs, tu te souviens de l'arbre que tu as détruit dans le premier film. Et pareil, Varang, un détail aussi, c'est que elle, on ne la voit jamais scintiller, tout simplement parce qu'elle sait scarifier les chromatophores. Se rebeller d'Eiwa, c'est un symbole visuel qui marque son rejet. C'est aussi voilà. Et puis le fait qu'elle coupe les tresses des navires, c'est extrêmement fort aussi parce que ah oui, ça bien sûr. Ouais. Ça c'est là que tu vois que le personnage est une menace. Elle les tue pas juste, elle les déconnecte. Elle les déconnecte du réseau. C'est une idée encore très bien, mais qui je trouve pas assez appuyée. Malheureusement, après, je pense que c'est une histoire de compromis. Il voulait faire passer les rythmes avant tout, ce qui est très bien réussi pour le coup, mais voilà, il a dû faire des compromis. Je pense que c'est une saga qui est tellement dense, il y a tellement de détails qu'il veut explorer, mais qu'il n'a juste pas le temps, quoi. On se pose beaucoup moins, quoi. On se pose beaucoup moins dans ce film. Ça m'a un peu déçu. Puis... En plus, la seconde partie va très vite, je trouve. Hein. Ouais, voilà, juste après la bataille finale. Aussi, tu vois pas assez les morts tu t'attardes pas assez sur les morts. Il y a un gamin qui meurt. Je crois que aussi de Ardmore, tu sais pas du tout ce qu'elle devient. Est-ce qu'elle s'enfuit? Je pense qu'elle s'enfuit, mais voilà. Il manque, je pense, des choses, mais ça s'explique aussi le fait que c'est un film extrêmement dense avec énormément de personnages.
C'est extrêmement risqué de faire ça et c'est le seul à avoir cette ambition-là au niveau de la narration, quoi. Pareil, Selfridge, bon bah. Ouais, il y revient, mais on s'en fout un peu. Ouais, le chasseur de baleines aussi, je trouve qu'il redit un peu les mêmes répliques que dans le 1. C'est genre. Oui, lui, c'est presque un personnage comique au final. C'est le personnage qu'on attend de voir mourir. Ouais, je sais pas, il dit let's make some bang, c'est la seule chose qui le caractérise, quoi. On va faire du il y shit, avait carrément des soupirs de soulagement dans la salle quand il est enfin mort. Vraiment des gens qui voulaient, qui n'attendaient que ça. Mais d'ailleurs, est-ce que c'est la matriarche qui le tue ou est-ce que c'est le Tulkun blessé qui le tue? C'est le Tulkun blessé, justement. C'est ça qui est. Ah ouais, très fort. Le remake de Moby Dick, mais tu tiens avec la baleine, quoi. Ouais, c'est clairement une de ses refs, hein, je pense. Puis, ouais, la BO, bon, alors, c'est un point aussi que j'aime beaucoup dans les films Cameron, en général, c'est la BO. Il arrive toujours à créer des thèmes marquants, mais là, le problème, c'est que son compositeur attitré, James Horner, il est décédé, en plus, dans un accident il y a une dizaine d'années, je crois. C'est lui qui avait fait la BO du 1, et du coup, c'est un de ses anciens assistants qui a fait la BO du 2 et du 3, mais je la trouve moins marquante, quoi. Je trouve qu'elle n'est pas à la hauteur des thèmes qu'avait créé Horner dans les précédents films. Il reprend des leitmotivs des anciens films. Très bonne idée. Enfin, c'est une bonne idée de cinéma. J'aime bien quand tu reprends, comme dans Le Seigneur des Anneaux et Star Wars, quoi. T'as des thèmes qui reviennent, qui sont réarrangés. T'as des variations de ça. Mais je trouve ils sont moins marquants. Notamment le thème des Mangwan, là, quand Varong donc attaque la caravane. Enfin, moi, j'ai pensé à Fury Road, mais au moins, enfin, je ne le trouve pas hyper marquant, quoi. Je sais pas, il manque un truc. Il manque une sorte de sel, quoi, dans la BO pour vraiment retenir les thèmes. Par contre, il y a quelques moments où je l'ai trouvé assez marquant, notamment la scène du sacrifice de Spider, encore une fois. La musique a participé au fait que j'y croyais, qu'il allait tuer. Ou la scène dans la yourte de Varang, là, génial, la musique à ce moment-là, cette espèce il a utilisé des instruments orientaux, je crois, dans cette scène. Ça donne un cachet assez étrange. La peur de ce rituel, en fait, est bien retranscrit dans la musique. Après, est-ce que tu as des espoirs particuliers pour les suites? Qu'est-ce que tu attends de voir dans les 2 prochains films? Alors j'avoue que moi, c'est une licence avec laquelle je me laisse porter, quoi. Je retrouve les persos que j'ai laissés il y a des années. J'avoue que là, bon, niveau attente, je sais pas, peut-être. Moi, j'avoue que ce qui m'intéresse le plus, c'est de voir ce qui en est vraiment des Iwa, tu vois. Espérons que ce ne soit pas un fungus, juste ça. Ouais, ce serait un peu décevant quand même. Moi, j'ai espoir que justement les films suivants seront encore très différents au niveau des thématiques et du scénario, parce que le truc est que j'ai l'impression que tout le monde a un peu trouvé sa place aussi, donc. Il a évoqué vraiment le film 1, 2, 3 comme étant une saga à part entière. Les 2 films sont un peu bonus entre guillemets, mais ils vont reprendre les mêmes personnages, mais bon, là c'est clair qu'avec les dégâts qu'ils ont fait, les humains reviendront pas tout de suite, tu vois. Ça c'est clair que la prochaine attaque c'est pas pour la semaine prochaine, hein. Bah attends, ils ont perdu le Sea Dragon, là, l'énorme vaisseau coûte des milliards et des milliards sûrement. Il s'est fait aspirer par le final d'avoir aucune baleine. Ouais, moi j'ai des petits espoirs au niveau du scénario. Alors les Avatar 2 et 3 ont été coécrits, parce qu'on parle de Cameron, mais il faut aussi souligner qu'il y a 2 autres scénaristes qui travaillent à ses côtés. Et là, pour le Avatar 4, c'est un autre scénariste, et pour Avatar 5, c'est encore un autre scénariste, parce que là, on a vu en fait que le premier épisode de la trilogie, en quelque sorte, et le scénario de Avatar 3, qui est devenu le 4, et le scénario d'Avatar 4, qui est devenu le 5, ont été écrits par d'autres scénaristes. Et donc, je suis très curieux aussi de savoir ce qu'il va faire de Eywa, de Quaritch, de Kiri aussi, surtout Kiri en fait. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle va devenir Eywa en quelque sorte? Est-ce qu'elle va, je sais pas, est-ce qu'elle va assurer le salut de l'humanité peut-être en retournant sur Terre? On ne sait pas. Il y a des trucs comme ça que je suis très curieux de voir. Apparemment, le scénario 4 et le scénario du 5 ont reçu très peu de notes des hautes instances de Disney. En mode, mec, c'est bon, il n'y a rien à redire, ton scénario est parfait. Donc, bon, c'est peut-être un effet marketing comme un autre, mais j'y crois. Bon, en tout cas, on espère que ce podcast vous a plu. Dites-nous si vous voulez plus de ciné canapé, hein. C'est vrai que c'est une émission pas très régulière. Mais en tout cas, nous, ça nous plaît. Donc, n'hésitez pas à dire si vous en voulez plus. Sur ce, on vous dit à la prochaine.